Mon mot de minuit est carcasse, parce que j'en ai poussé infiniment et que c'est une merveilleuse chanson d'Anne Sylvestre. Mon mot de minuit est pourquoi, parce que je pense qu'il faut toujours se demander pourquoi et qu'on n'est pas condamné à être dans l'ère du comment. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Le visage du général prit un air dépité. Il congédia ses collaborateurs et au lieu de monter à son bureau du 3e étage, il donna l'ordre au garçon de l'ascenseur de le faire descendre dans les salles d'interrogatoire. Lorsque les portes métalliques s'ouvrirent en produisant un grincement sinistre, l'air humide et nauséabond de la cave lui fouetta le visage. Le général s'avança en rendant leur salut à chacun des soldats présents, puis il entra dans une vaste salle éclairée par des lucarnes. Il y avait dans tous les coins des instruments métalliques munis de manches et de roues qui, au premier coup d'œil, ressemblaient à des appareils de gymnastique. Un homme aux yeux bandés était suspendu par les mains à une corde épaisse attachée à un anneau métallique accroché au plafond. Il était complètement nu, le corps couvert de traces de coups et de blessures, le visage tuméfié avec du sang coagulé autour de la bouche et des yeux. Face à lui se trouvaient 4 agents ainsi qu'un lieutenant assis à une table. Dès que celui-ci aperçut le général Alouani, il se mit au garde à vous. Le général prit l'officier à part et échangea avec lui quelques mots à voix basse, puis ils revinrent là où se trouvait l'homme suspendu, dont les soupirs redoublèrent comme pour apitoyer le nouveau venu. Le général lui demanda d'un ton rauque « Quel est ton nom ?»« Arbi Assayed Choucha. »« Parle plus fort, je ne t'entends pas. »« Arbi Assayed Choucha. » « Crie plus fort. » Chaque fois que le général demandait à l'homme d'élever la voix, les agents le rouaient de coups de matraque. L'homme cria de plus en plus fort, puis tout à coup, il éclata en sanglots. Ceci est un roman de Ala El Aswani, qui est un auteur égyptien. Ce livre, actuellement, est interdit en Égypte. Ça s'appelle « J'ai couru vers le Nil ». C'est un roman traduit de l'arabe égyptien par Gilles Gauthier, publié chez Actes Sud. On doit de El Aswani l'immeuble Yacoubian, qui avait donné un film. Donc on vous conseille la lecture de ce livre qui parle de toutes les volontés de révolution, de changement de régime, de société, notamment en Égypte. Un livre qui tombe bien puisque, semble-t-il, le président Macron a dit ces 4 vérités au président égyptien qu'il a rencontré ces derniers jours lors d'un voyage officiel en Égypte, ces 4 vérités sur les droits de l'homme. Ceci dit, très diplomatiquement, évidemment. Ceci est un moyen de lutter contre l'immédiateté contemporaine. Lisez de gros livres avec patience, ils sont toujours très utiles. J'ai couru vers le Nil, Ala El Aswani. C'est des mots de minuit, vous êtes chez vous, en voici le sommaire. 68, elle n'a pas connu, pas l'âge, mais le collectif lui va bien, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Tout ce qu'il me reste de la Révolution est le premier film de Judith Davis. Ce fut déjà le thème d'un spectacle, de l'avantage du doute. L'avantage du doute, un groupe, acteurs et auteurs, ils jouent et écrivent ensemble. Leur nécessité, appartenir à un collectif qui questionne la société et l'individu sur les thèmes « Que faire l'un pour l'autre ? Que faire tous ensemble ? Où voulons-nous habiter ?» Bonne question, parfaite d'actualité. Le film interroge la transmission ou les beaux restes d'une utopie que portaient les parents d'Angèle, notre militante héroïque et désenchantée. La comédie et l'humour en sont les partis pris. En entrant à l'usine, première phrase, première ligne d'un remarquable texte. Joseph Pontus, intérimaire de nuit et romancier à la ligne d'un temps volé à la fatigue. Il dissèque l'expérience limite de l'exploitation toujours à l'œuvre, en la circonstance dans le poisson ou la viande, de l'homme par l'homme. Pontus, tout en brièveté, offre contre les logiques de production ou de marché la dignité de celui qui travaille, celle de l'ouvrier, même si le mot est banni en start-up. Dans une autre vie, Joseph Pontus fut éducateur de rue avec Sylvain, Riyad, Rachid et Alexandre, 4 jeunes de quartier. Ils avaient signé « Nous, la cité », parti de rien. Ils ont réussi à faire un livre. Plus que le sens du combat, Pontus connaît la résistance des mots. Musique également dans cette émission avec le pianiste martiniquais Mario Canonge, zouk, musique africaine et jazz.
c'est Des mots de minuit. Entrez, vous êtes chez vous. Judith Davis, Joseph Pontus, peut-être un mot à chacun sur ce que vous faites aujourd'hui et où vous en êtes aujourd'hui. Judith Davis, vous êtes comédienne, vous avez fait du théâtre, vous avez fait du cinéma, de la télévision. Vous signez votre premier film comme réalisatrice. On va en parler dans une seconde. Mais un mot sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené là? Vous venez d'où? Pourquoi est-ce que vous avez fait de la philosophie? Bon, pourquoi est-ce que vous faites un premier film et pourquoi est-ce que vous avez fait des expériences de théâtre qui jusque-là, c'est plutôt très volontaire, très militant, très engagé, enfin pas engagé, mais c'est très. Non, c'est intéressant de réinterroger tous ces mots. Oui, j'ai fait de la philosophie après mon bac. J'ai fait des classes prépa et de la philosophie pour me former, je pense. C'est une vraie passion, mais j'étais peut-être un peu jeune pour me dire que j'allais être professeure. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai cherché comme ça très activement une possibilité d'appliquer concrètement ce que je réfléchissais de manière plus théorique lors de mes études. Donc j'ai fait beaucoup de tentatives, notamment celle d'architecte. J'ai fait 3 mois dans une école d'architecture en me disant, voilà, je vais penser théoriquement des choses, puis une espèce de ville où les rapports humains seraient possibles et mieux, et je vais l'appliquer concrètement. Et bon, sauf que je ne savais pas. Votre héroïne, entre guillemets, votre héroïne est Angèle, elle est urbaniste. Exactement. Comme sa maman qui avait fait mai 68. On va en parler dans une seconde. Pour vous, Joseph Pontus, quel est votre statut aujourd'hui? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Je suis chômeur. J'ai été intérimaire en Bretagne pendant 2 ans et demi, dans l'agroalimentaire. J'ai fait des études littéraires, des prépas aussi. Exercé pendant 10 ans comme travailleur social en banlieue parisienne, où j'avais co-signé avec 4 jeunes de banlieue l'ouvrage Nous la cité, paru chez Zone en 2012. Et j'ai tout quitté par amour, donc pour me marier en Bretagne. Pas de boulot ne correspondait à mes qualifications ni à mon statut. Et donc j'ai dû frapper à la porte des agences d'intérim. J'ai été embauché pendant 2 ans et demi. J'ai sorti un roman, donc à la ligne, sorti en janvier 2019 aux éditions La Table Ronde. J'avais envoyé un exemplaire du service de presse à ma direction de l'abattoir dans lequel je travaillais. Et 15 jours plus tard, j'ai appris que mon contrat n'était pas reconduit. Et donc vous êtes au chômage? Je suis au chômage. Comment s'appelait, quel est le prénom de celle qui, par amour, vous a délocalisé à Lorient? Christelle, mon épouse. On va parler de ce film, Tout ce qu'il me reste de la Révolution. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre-là? Alors, du coup, je reprends le fil. Après mon incapacité à être architecte, j'ai décidé de faire du théâtre parce que j'ai rencontré un collectif de théâtre qui s'appelait TG Stan. Et en les voyant sur scène la première fois, je me suis dit, c'est ça que je veux faire Comédien dans la vie, flamand, c'est un collectif, un collectif d'acteurs flamands. Et en fait, l'idée de faire plusieurs choses, en tout cas du théâtre, du cinéma, bon, c'est assez classique en tant qu'actrice, mais là, ce qui est très particulier dans la démarche qui est la mienne et je dirais la nôtre, puisque le parcours que j'ai aujourd'hui est indissociable de celui de 4 autres comédiens, qui sont Simon Bacouche, Mélanie Bestel, Claire Dumas et Nadir Legrand, avec qui j'ai cofondé l'Avantage du doute il y a plus de 10 ans. 2005. En 2005. Un peu plus tard, 2006, peu importe, j'ai cofondé un collectif d'acteurs qui se pensaient pas simplement interprètes du projet de quelqu'un d'autre ou même de la voix, des mots d'auteurs qui n'étaient pas eux, mais qui voulaient justement être acteurs dans un sens plus large, moteurs, et s'engager, faire corps avec leurs questionnements, leurs engagements de personnes, et essayer d'en faire du théâtre. Et donc on s'est réunis tous les 5, on a créé l'Avantage du doute, et au lieu de monter un auteur et d'essayer de voir ce qu'il a de contemporain, vous avez écrit. On est parti du monde d'aujourd'hui, on a fait plein d'enquêtes, inventé des méthodes de manière très empirique, et on en a fait du théâtre. Et notre premier spectacle théorisait d'une certaine manière, en tout cas prenait à bras le corps cette porosité entre nous comme personnes et nous comme comédiens sur le plateau, en le thématisant. C'était l'engagement politique qui est devenu le premier thème de notre premier spectacle, qui s'appelle « Tout ce qu'il nous reste de la Révolution, c'est Simon ». Simon étant Simon Bacouche, un des acteurs du collectif, qui lui avait 18 ans en 68. Et Simon comme métaphore, comme totem, comme comédien, comme personne, c'était devenu la surface de projection pour penser aujourd'hui à la lumière de ce qu'avait été l'engagement politique dans les années 68-70.
que faire aujourd'hui alors que la géométrie du monde s'est transformée. En 68, vous aviez moins 14 ans, donc vous n'étiez pas né. Non. D'où ça vous vient, ce besoin de réfléchir sur 68 ? C'est la famille, c'est les parents ? Bah là, ça vient de l'histoire concrète de mon groupe de travail. C'est-à-dire, je dis mon groupe de travail parce que c'est ça, mon destin, ou en tout cas ce que je veux faire, c'est faire partie d'un collectif de gens qui s'interrogent sur le monde. On a fait des spectacles et de manière jumelle, j'en ai fait un film signé à mon nom, mais que j'ai écrit sur mesure pour eux. Et l'histoire concrète de ces gens-là, c'est des gens, je suis la plus jeune, il y a des gens un petit peu plus âgés, et il y a Simon qui, lui, avait 18 ans, 68. Donc, à partir du moment où on s'interroge sur la question politique, pour se sortir du théorique, justement, ce que j'essaie de faire depuis toujours, sortir des grands discours, ou en tout cas de quoi que ce soit de pseudo-objectif qu'on allait apprendre à qui que ce soit, on est parti au contraire de nos histoires singulières et d'essayer de voir à quel endroit le collectif, l'histoire, le politique allait croiser l'intime. Donc vous avez forcément forcément lu Annie Ernaux Les Années. J'ai lu Annie Ernaux Les Années, mais par un tout autre chemin. Mais oui, avec bonheur. C'est exactement ce que vous dites, hein, le personnel dans l'histoire avec un grand H. On regarde un extrait de votre film, c'est au début du film, et donc Angèle, le personnage que vous jouez, Angèle se fait licencier par des urbanistes ou des architectes qui, eux, ont connu 68, donc ont été dans le discours du collectif, etc. etc. Extrait. Angèle, ce que je te conseille, c'est d'abord de prendre du temps pour toi, mais de te mettre assez vite en auto-entrepreneur, ne serait-ce que pour te challenger, parce que je crois que ça peut être très positif aussi, cette flexibilité. Hein ? Oui, ça peut être bien aussi, tout ça. Oui. Et puis, ça te laisse le temps de voir Venise. De voir Venise ? Non, de voir venir. Angèle, ça te laisse le temps de voir venir. Ah, d'accord. Non, parce que je croyais que vous me disiez que ça me laissait le temps de voir Venise. Comme je connais pas... Je suis vraiment désolée. C'est le monde qui est comme ça. Tenez, Vincent, votre voluto. Merci, Henriette. Avec la sucrète ? Oui, bien sûr. C'est marrant parce que Vincent, avant d'être mon patron, c'était mon prof. Et à l'école, il disait jamais « c'est le monde qui est comme ça », il disait toujours avec emphase « le monde, c'est nous qui le faisons ». C'est vrai que vous n'avez pas de chance. Nous, à notre époque, c'était différent. À ton âge, on trouvait du boulot comme ça. Et puis, on était dans le nous. Ah, mais ça, tu peux pas comprendre. On mettait le tracteur en pilote automatique, et on lisait des poèmes. On avait une autre vision du monde, quoi. Le monde venait à nous dès qu'on ouvrait les fenêtres. On ouvrait les regards, on ouvrait les vannes, on ouvrait tout. Ah ouais, on ouvrait tout, on ouvrait les fenêtres. On ouvrait les cœurs. Viens dans ta gueule d'ailleurs, hein. J'ouvre la fenêtre, bam, je te défonce la gueule au passage. Ah non mais, c'était une époque incroyable. Hein, vous êtes vraiment pas nés au bon moment quoi. Là c'est un petit peu bouché là en termes d'horizon. Mais on vous repasse le flambeau, hein, les petits jeunes là. À vous de jouer. Ils sont un peu mous du cul ces jeunes d'aujourd'hui, non? Non mais ils sont sympathiques, mais ils sont pas comme nous. Hein. Bon, à notre époque, c'était vraiment. Allez, à vous de jouer là. Qu'est-ce que tu veux nous? On est vieux, hein. Puis on va surtout pas lâcher nos super postes, super bien payés, super je vous encule. Hein, puis on va continuer à construire des duty-free, puis des centres de merde qui ont tous la même gueule pour rembourser notre petite maison à l'île de Ré, hein, camarade? Alors là, on vous voit dans vos bannières de comédienne, dans votre façon de faire la comédienne aussi, pas seulement le côté réalisation du film. Première question sur la dimension de la comédie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette dimension-là, alors que par rapport, on va voir tout à l'heure avec Joseph Pontus dans les livres qu'il a écrits, et votre film... les livres ont été écrits et votre film a été fait avant les Gilets jaunes. Donc aujourd'hui, ce questionnement-là remonte de la rue, le questionnement que vous mettez dans votre film et celui que vous mettez dans vos livres, Joseph. La question, c'est le choix de la comédie pour parler de ça qui est toujours Pôle emploi, vous connaissez, etc. Pôle emploi, le travail, le rapport à l'utopie. Mmh. Il y a plusieurs raisons. Déjà, le film, c'est une comédie, mais pas que. C'est aussi un film qui glisse doucement vers quelque chose de plus dramatique, mais toujours en gardant le rire. Mais je veux dire, on peut... et puis c'est une comédie sociale qui est aussi une comédie romantique. J'aimais mélanger les tonalités, j'aimais mélanger les genres pour pouvoir proposer une forme multiple qui, pour moi, me semblait adéquate pour raconter une réalité qui aujourd'hui est éclatée sur une pluralité de fronts infinis, l'intime, le politique, la multiplicité du faire, des engagements, les abeilles, les réfugiés, voilà. Donc pour moi, c'était complètement adéquat de passer par toutes ces humeurs-là, qui sont aussi les nôtres, en tout cas, voilà. Après, c'est très précis et c'est
pour moi un endroit politique de passer par le rire. Je parle d'un rire qui est à hauteur d'homme. Pour moi, c'est pas un cynisme que j'essaie de renvoyer en disant regardez comme on a l'air con à parler à des robots quand on achète notre billet sur sncf.fr et qu'on dit billet loisir hyper fort et tout le monde le sait qu'on a l'air idiot quand on fait ça. Et moi, j'avais vraiment besoin d'un rire d'égal à égal. Et pour moi, qui est libérateur parce qu'il fédère profondément. Rire ensemble de ce qui nous arrive, d'une part, ça crée une communauté, potentiellement une communauté dans la salle de théâtre ou dans la salle de cinéma, alors qu'on arrive seul, si on rit ensemble, d'un seul coup, il y a un nous qui arrive. Et deuxièmement, pour pouvoir ensuite décider de prendre au sérieux un questionnement urgent, avec des questions parfois, souvent graves, dans des situations où on est au bord de la crise de nerfs, voire carrément dans le pétage de plomb, désamorcer le risque de passer pour naïf, c'est très important. Aujourd'hui, on parle de grand débat, enfin, à toutes les sauces. Le lieu central de votre film, c'est le groupe de parole. Groupe de parole qui se crée entre un jeune banquier qui a des dettes, puis un beau-frère qui risque de devenir fou à force d'appliquer les contraintes de l'ultralibéralisme dans l'entreprise et qui va rejoindre le groupe de parole. Qu'est-ce qu'il dit de la société contemporaine, ce groupe de parole d'une 7 ou 8 personnes? Qu'est-ce que ça dit est-ce que ça dit une possibilité? Est-ce que ça dit une impossibilité de réussir à trouver quelque chose qui soit collectif? Ça ne dit pas une impossibilité, ça dit une grande difficulté. Effectivement, il y a tout ce qu'il me reste de la Révolution, il y a aussi le fait qu'il faut, à un moment donné, prendre à bras-le-corps le fait qu'on part d'un champ de cendres en termes de renouveau politique, en termes de récit, en termes de... Il y a beaucoup de choses à inventer et en même temps, c'est des cendres brûlantes et qui sont aussi actives d'une certaine manière. Donc il y a à la fois, encore une fois, l'humour pour désamorcer l'esprit de sérieux, mais pas seulement, et c'est des scènes qui sont écrites dans la longueur pour que le spectateur ait la liberté de les prendre au sérieux. Donc évidemment, il y a le folklore, je dirais, d'un groupe de parole qui se prend les pieds dans le tapis, de sa propre difficulté à réinventer quelque chose d'horizontal, une prise de décision partagée. Il faut tout réinventer. Il faut même redéfinir ensemble les mots qu'on emploie, tellement les mots eux-mêmes sont devenus des objets de marchandises revendus par des think tanks à des agences de com, et que quand on dit révolution, plus personne ne sait de quoi on parle. Donc forcément, il y a une lenteur, il y a une force d'inertie qui peut soit faire rire, soit désespérer. Mais c'est la seule chose, enfin une des choses fondamentales dans lesquelles je crois, et je suis sûre que c'est très nécessaire. Joseph Pontus, vous avez fait de l'intérim dans l'entreprise, votre roman À la ligne et la table ronde. Je lis ceci, et je pense que ça peut venir après ce que vous venez de dire. Je rêve d'être en grève, comme lorsque j'avais un vrai boulot et que je ne risquais rien. Je rêve de pouvoir aller à la manif, mais je sais que lorsque je rentrerai, je serai trop crevé. Je rêve de mes collègues titulaires bien au chaud dans leur lit, qui seront sans doute respectés tout à l'heure, quand ils se baladeront en cortège avec tous leurs drapeaux CGT abattoir. Un beau troupeau de grévistes avec la force de leurs bras et de leur regard. J'aurais été bien parmi eux à foutre un coup de pression aux flics devant la préfecture. J'aurais été si heureux d'être parmi ces illettrés que Macron conchit. Je me dis, quand vous entendez ce que dit Judith Davis, comment est-ce que vous pouvez le transposer dans l'expérience de l'usine que vous avez vécue? Alors, comment est-ce qu'on fait un groupe de parole à l'usine, quoi? On ne peut pas. Déjà parce qu'il y a trop de bruit. On a tous des bouchons d'oreilles. Le bruit des machines est assourdissant. Donc on pense dans sa tête. Et à la pause, on est tellement crevé, on pense chacun à boire son café et fumer sa clope. Et les seules questions qu'on se pose sont celles du nombre de tonnes de production qui restent à effectuer pour aller jusqu'à la fin de la journée. Donc on ne peut pas constituer par définition un groupe de parole à l'usine. Et le soir, une fois qu'on a fini, enfin le soir, le midi ou en début d'après-midi, on pense qu'il y a une chose, c'est rentrer chez soi pour se reposer. Et l'heure à laquelle on mettra sur le réveil le lendemain, 2h, 3h du matin pour aller embaucher. Et vous dites à l'usine, là, vous dites que vous voyez passer à la minute 50 kilos de crevettes ou je sais pas quoi devant vous. Voilà. Mais je trouve que c'est intéressant de confronter des possibilités. Si je pousse la question un tout petit peu plus loin, quel est l'espoir
de ces gens qui sont contraints, de ces ouvriers, de ces personnes qui sont contraints à la chaîne, tel que vous avez pu le sentir. Vous êtes, que vous le vouliez ou pas, vous avez la possibilité, comme romancier, comme éducateur de rue dans un temps précédent, vous avez une distance, donc vous avez la possibilité de repérer. Quelle est la chance qu'ils ont d'en sortir ou de... Déjà, on dit plus ouvrier, on dit opérateur de production. Absolument. On dit plus travailler à la chaîne, on dit travailler à la ligne. On dit plus contremaître, on dit conducteur de ligne. Donc c'est la magie de la novlangue qui euphémise tout et qui réussit à faire en sorte qu'il n'y a plus de classe ouvrière. C'est pas qu'il n'y a plus de classe ouvrière, c'est qu'il n'y a plus de conscience de classe ouvrière. Les ouvriers à l'usine se définissent par rapport à leur poste de travail. Ils disent ceux de la crevette, ceux du poisson, ceux du cochon, ceux du chargement, ceux des abats, ceux du nettoyage. Ils se définissent même plus en tant qu'ouvriers de telle usine particulière, comme on disait, nous les Billancourt ou nous les Conti. Ils se définissent par rapport à leur poste. La classe ouvrière qui embauche chaque jour des millions de personnes en France est complètement niée du débat public, parce qu'elle-même ne se considère plus en tant que force qui peut s'opposer au capital. Judith Davis, je voudrais vous faire entendre quelqu'un que vous citez et auquel vous vous référez, c'est Éric Hazan. Il est invité des Mots de Minuit pour son livre Une histoire de la Révolution française. Voici ce qu'il répond à la question que je lui pose. Qu'est-ce qu'être révolutionnaire aujourd'hui? Écoutez Hazan. On essaye de nous faire avaler, métaboliser, intérioriser l'idée que l'état de choses actuel, tout regrettable qu'il soit, est le seul possible. Qu'il n'y a pas d'alternative, comme disait Madame Thatcher. Mais Tina, there is no alternative. Ouais. Mais le plus gros enseignement, le principal enseignement de la Révolution française, c'est d'avoir eu lieu. Parce que si vous essayez de vous mettre dans la tête d'un citoyen, d'un sujet de Louis XVI, en mars 89, juste avant la réunion des États généraux, il dira « Oui, bien sûr, le trésor royal est vide. Bien sûr, il y a une dette formidable et les intérêts de la dette finissent par bouffer la moitié des recettes. Mais bon, d'abord, la France a déjà fait faillite une fois, sous Louis XV, elle avait fait faillite. Et puis finalement, voilà, il y aura les États généraux, et puis les choses vont s'arranger. » Ce sujet de Louis XVI, si on lui avait dit que le trône de Saint-Louis, d'Henri IV, de Louis XIV, allait se trouver plus que vaciller, il aurait dit oh, écoutez, d'accord, les utopies c'est sympathique, mais restons sérieux, comme aujourd'hui. Finalement, ce qu'enseigne la Révolution française en premier, c'est que l'improbable, l'impossible, l'inimaginable peut survenir. C'était en 2013, c'était des Mots de Minuit en janvier 2013. Il y avait Nourri Fabien, qui est scénariste de BD, en face de Éric Hazan. Le surgissement comme ça, le surgissement possible et les questions que vous posez dans votre film. Angèle est la fille d'une urbaniste qui a été 68arde et qui un jour a dit stop, j'arrête, je crois plus, je vais faire autre chose ailleurs. Angèle, telle que vous la décrivez dans un premier temps du film, c'est quelqu'un qui se méfie de l'amour, c'est quelqu'un qui retrouve son père qui est un post-68ard gentil, enfin voilà. Quelle est la porte de sortie d'Angèle qui refuse l'amour de l'instituteur avec lequel qui lui a choisi sa vie. Donc, quelle est la perspective ou le clin d'œil que vous faites à votre génération née dans les années 80 ? Le parcours d'Angèle, c'est celui Angèle a quelque chose d'anachronique. Comme personnage, c'est-à-dire qu'elle est dans le fantasme de cet engagement totalisant. On embrassait la cause, il y avait un télos, unique, l'horizon révolutionnaire tel qu'il était conçu, alors avec ses différentes couleurs et ses différentes lignes, mais allait régler la totalité des affaires humaines, la question des femmes, la question de l'homosexualité, tout ça était inclus et il suffisait presque
de choisir son camp et c'était tracé. Il y a un grand complexe dans les gens de ma génération, peut-être pas les plus jeunes, mais voilà, et un peu avant, d'être dans l'après-coup et dans l'incapacité d'être à ce point engagé. Et donc il y a plusieurs choses que j'essaie d'interroger, c'est cet engagement-là, il est toujours au-delà de tout le reste, c'est-à-dire, moi j'ai hérité très profondément de ça, c'est-à-dire le corps, l'amour, la famille. Quoi faire, comment faire, une des portes d'entrée du film, bien sûr, c'est la famille. Comment faire famille quand on a passé sa vie, sa jeunesse à remettre en question la famille comme valeur bourgeoise? Qu'est-ce qu'on fait quand on a des enfants? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc là, pour moi, il y a un nœud, encore une fois, entre l'intime et le politique qui est passionnant, un moment de l'histoire qui est assez unique. L'amour, un dîner entre amis, en fait, une certaine forme de fraternité ou d'humanisme qui était aussi en deçà toujours de cet engagement. Donc j'essaie de raconter une histoire où une quête politique peut devenir une quête personnelle qui intègre l'engagement amoureux comme un commencement d'être avec et pas seulement quelque chose de méprisable parce que l'amour, c'est la vie à deux, le bien-être, le bonheur, l'individu, le cocon, le machin, que les choses peuvent être plus complexes que ça, plus dialectiques et redevenir un combat politique. Pourquoi? Parce qu'en sortant de son anachronisme et de son aveuglement qui est aussi personnel et qui est lié aussi à son histoire intime parce que tout n'est pas politique, enfin tout n'est pas que sur ce plan-là, elle peut ouvrir les yeux sur sa sœur et son beau-frère, c'est-à-dire les représentants d'une problématique très contemporaine. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui, on efface la conscience de classe à travers les mots qui sont lavés de leur sens, à travers un imaginaire qu'on réduit de plus en plus, à travers des normes extrêmement précises qui cassent les chaînes de solidarité dans les entreprises et partout avec l'évaluation permanente, avec l'élimination des autres critères que celui de la rentabilité comme possiblement pouvant juger les affaires humaines, comment parler de l'hôpital si on n'a que le critère de rentabilité? Ça ne marche pas. C'est pas possible de juger tout ce qui concerne la vie publique, tout ce qui concerne la notion même de service public. Le critère de rentabilité ne fonctionne pas. Le paradigme de l'entreprise contamine tout et un pays n'est pas une entreprise. Donc ça, il faut qu'elle en prenne conscience, Angèle, que le monde a changé et que le combat, il est à cet endroit-là. Et qu'il faut se mettre tous autour de la table, à part 2% de la population. Et donc, il y a Simon qui fait... Stéphane, pardon, c'est Stéphane dans le film, qui fait des évaluations à 360 degrés, donc qui est voilà, dans la théorie de la performance chère à l'ultralibéralisme. Et il arrive finalement dans le groupe de parole. Est-ce que vous avez un rapport à la folie? Parce qu'on a l'impression que Stéphane, à un moment, il pète un câble. Bien sûr, mais nous avons tous un rapport à la folie. L'inversion folle, pour le coup, de ce qui est sain et de ce qui est fou aujourd'hui, c'est juste on marche sur la tête. Pourquoi vous avez dit nous avons toutes? Comment? Vous avez dit nous avons toutes? Nous avons tous. Non, nous avons tous l'inverse. Donc oui, il y a un rapport à la folie parce que moi, je pense qu'un type comme Stéphane, ce qui lui reste de la Révolution, c'est peut-être justement 2-3 pulsions corporelles et qui sont connectées à son humanisme le plus profond et qui lui disent « tu ne peux plus continuer à vivre comme ça ». Donc il implose, comme tellement de gens implosent, parce qu'on ne peut pas passer une journée qui est à ce point en contradiction avec ce qui fait quand même de nous un être humain. Je dois à l'usine le fait de ne plus éprouver de crise d'angoisse, plutôt non. Je date de mon entrée à l'usine le fait de ne plus éprouver de ces foutues crises d'angoisse, terribles, irrémédiables. L'infini et son vide qui défoncent le crâne, font monter la sueur froide, le vertige, la folie et la mort. Je date de mon entrée à l'usine le fait de ne plus prendre de traitements médicamenteux, psychotropes, anxiolytiques, stabilisateurs, antidépresseurs. Longtemps j'ai eu peur de devenir fou, bien longtemps. C'était là ma principale angoisse, la mère de toutes, celle qui générait crise et crise comme autant de symptômes, autant de souffrances aussi quotidiennes qu'invivables. Peut-être l'épreuve de l'usine s'est-elle substituée à l'épreuve de l'angoisse. Ce serait le lien le plus logique, devoir tenir jour après jour, nuit après nuit, heure après heure, un simple déplacement de symptômes. Ce n'est plus la tête qui souffre, mais le corps. On souffrira toujours bien assez comme ça. C'est intéressant parce que là, vous faites écho à la folie, telle que Judith Davis l'a définie, mais pour vous, l'usine qui est ce lieu absolu de l'esclavage, entre guillemets, mais ce lieu absolu de la ligne ou de la chaîne, c'est quelque chose qui vous libère de la consommation d'anxiolytiques. Comment est-ce que vous expliquez ça? C'est tellement ça vous use? Non, c'est un grand paradoxe, mais c'est une fin d'analyse en tant que telle. Je viens d'un champ de pensée où la Sainte Trinité était et est toujours Marx,
Lacan et Foucault. Donc structuralisme, psychanalyse et marxisme. Et paradoxalement, je croyais avoir tout pensé du monde, tout réfléchi sur les tenants et les aboutissants politiques, individuels, sociaux. Et en entrant à l'usine, dans cette industrie capitaliste et capitalistique absolue, je me suis pris une baffe dans la gueule totale, physique et mentale. De savoir comment moi, en tant qu'intellectuel, j'allais tenir au milieu de ces gens qui tiennent là depuis 10 ans, depuis 20 ans. Et paradoxalement, dans le sens où Spinoza le disait dans l'éthique, dans le chapitre 3 sur les affects, la joie est ce qui augmente la puissance d'agir. Et ma puissance d'agir a augmenté physiquement. J'ai pris des muscles que je soupçonnais même pas. En poussant les carcasses. En poussant des carcasses, en charriant des tonnes de bulots. Mon épouse, dont on parlait tout à l'heure, a adoré mon corps d'ouvrier. C'était un peu plus sympa que mon corps d'intellectuel. Mes mains ont forci. Et je me suis endurci aussi moralement. C'est-à-dire que j'aurais jamais pu penser supporter cette épreuve-là. Et toute l'énergie que ma tête et que mon corps ont mis à supporter ont été mobilisées et sauvées grâce à la littérature, parce que je devais écrire en rentrant tous les jours pour échapper à la folie. On verra tout à l'heure dans quelles conditions. Parce que, pour échapper à la folie de ce monde ouvrier. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ma propre force qui me permettait d'en sortir, ma force morale, mon amour des miens et mon amour de la littérature, et pas du tout les médicaments ou l'analyse en tant que telle. Donc, paradoxalement, l'usine m'a vidé autant qu'elle m'a libéré. Ouais. On va regarder, et je vous poserai la question qui suit, un extrait de Tout ce qu'il nous reste de la Révolution, c'est Simon. Là, pour le coup, c'est votre travail avec l'avantage du doute. Hein, et donc, plusieurs idées du film sont reprises, d'ailleurs, du spectacle. On vous regarde et je vous pose une question après. Ça, c'est le dernier modèle de matraque utilisé par les policiers de l'État français. Elle a été designée par un Suédois et elle est conforme aux normes européennes. Si on prend par ailleurs cet œuf, on voit que la nature a bien fait les choses. Elle a fourni à l'œuf une protection, sa coquille, qui est fine, d'accord, mais au quotidien, dans sa vie d'œuf, il est assez bien protégé par cette coquille. Si on prend le cas où le policier frappe l'œuf avec sa matraque, hein, par exemple si l'œuf refuse d'obtempérer, voilà, on voit que l'œuf ne fait pas le poids du tout. Vous allez me dire, oui, mais bon, c'est rien qu'un œuf c'est fragile. Très bien. Donc faisons plutôt l'expérience avec ce yaourt. Donc ce yaourt, c'est pas la nature, hein, c'est l'homme qui lui a imaginé une protection. Elle est composée de 2 parties, comme on peut l'observer, une sorte de petit contenant en matière plastique et un petit couvercle qui pourrait être fait en aluminium. Bon. Si le yaourt fume dans un lieu public, donc le policier le frappe avec sa matraque, hein, voilà, on voit que le yaourt ne résiste pas mieux. Donc pour être vraiment très clair dans ma démonstration, je vais prendre un dernier exemple, cet ananas. Là, on voit que la nature a fait un effort, hein, pour l'ananas. On dirait qu'elle s'est positivement inspirée de l'alligator, hein, pour créer la protection de l'ananas. Et bien, en cas de collision entre l'ananas et la matraque, Une question qui vous concerne tous les deux, l'écriture. Est-ce que il y a beaucoup d'improvisation, que ce soit dans le film ou que ce soit au théâtre? Ou est-ce que ceci est très écrit, très pensé avant, très posé sur la table avant? Tout est pensé, tout est précis, tout est anticipé. C'est voilà. Et tout est très très écrit. Là, de la même manière que dans le film, en fait, l'air de rien, elle est en train de parler de la violence policière en passant par le détour de l'œuf et de la blague, mais juste après, il y a le casque et le déchaînement de la violence va être extrême et les gens arrêtent complètement de rire et on est physiquement dans un état de violence portée qui est encore plus grande que sur l'ananas, évidemment. Et on a toujours ce chemin de l'air de rien. Comment dénoncer, en fait? Ça s'écrit très précisément comment aujourd'hui dénoncer. Et si on y va avec les gros sabots, le spectateur va mettre son armure anti-message et peut ne pas écouter en ayant peur qu'on lui fasse la leçon ou qu'on lui fasse la morale. Mais du coup, voilà. Donc ça s'écrit très 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 précisément. Par rapport à l'écriture, quels sont vos repères aujourd'hui? C'est-à-dire?
quels sont les gens qui vous servent de référence? On a parlé d'Azan tout à l'heure, mais dans l'écriture ou dans ce que peut faire quelqu'un au théâtre, comment vous vous repérez? Quels sont les, alors que vous inventez les textes, mais quels sont les auteurs qui vous inspirent ou dont vous vous dites, tiens, ça, je peux m'en servir ou m'en inspirer? Mais j'ai un nombre de sources incalculables. Je vais lire Danny Larms, je vais lire Annie Ernaux, on va lire Gunther Anders, en même temps on va lire Mona Chollet, et après on va regarder Friends parce qu'il y a des ruptures rythmiques à voler tout le temps. Enfin, il y a vraiment une multitude de sources et de styles. Les scènes, je les ai écrites autant avec des interviews, on fait des questionnaires. Les personnages, je les écris autant avec des interviews, donc parfois 5-6 personnes m'inspirent un personnage, que des blogs sur Internet où il y a des espèces de forums de travailleurs de telle entreprise qui se déchaînent parce que c'est justement sur Internet. Et donc il y a plusieurs niveaux de langue, beaucoup de sources d'inspiration, de films aussi. Mona Chollet, que vous citiez, est ma consoeur du monde diplomatique qui est essayiste par ailleurs et qui vient d'écrire un livre sur les sorcières, qui est publié d'ailleurs chez Zone, soit dit en passant. Avant de vous poser la question de ce que vous avez entendu, de ce qu'a dit votre voisine, Joseph Pontus, la question de l'écriture chez vous, et à la fin de votre livre, et tous ces textes que je n'ai pas écrits, pourtant 1000 fois écrits dans ma tête sur mes lignes de production, les phrases étaient parfaites et signifiantes, s'enchaînaient les unes aux autres implacablement, où des alexandrins sonnaient comme Hugo, tant sur la machine que sur l'humanité, des sonnets de rêve. J'avais même dû réussir à faire rimer abattoir et foutoir, crevette et esperluette, usine et mélusine, mais à peine rentré, ivre de fatigue et de quelques vers du retour du boulot, tout s'oublie. Devant l'étendue du quotidien, il n'y a plus que l'ivresse du repos et des tâches à faire. Ouais. Parce que par ailleurs, vous écrivez autrement dans Nous, la cité, évidemment. Ouais. La forme de la ligne est assez particulière. En fait, c'est l'usine qui a imposé son rythme. J'ai tâché de rendre le texte aussi opérant qu'un opérateur de production quand il travaille derrière une ligne de production. C'est-à-dire, tout va tellement vite, on n'a pas le temps de faire des grandes phrases. On revient tout le temps dans sa tête sur des pensées, sur des souvenirs, sur des chansons, sur des textes, sur tout ce qui va pouvoir faire passer le temps. Et donc, je reviens à la ligne dans le texte, comme sur ma ligne de production. Donc, ça donne des phrases très courtes, sans ponctuation. Et effectivement, j'ai essayé plein de fois, quand j'étais à l'usine, de faire des textes parfaits. Mais dès qu'on franchit la porte de sortie de cet enfer moderne, on respire un grand coup, on regarde le soleil et tout s'oublie. Et donc j'ai dû m'astreindre au retour du boulot à écrire quotidiennement pour essayer de tâcher de raconter la plus banale nudité du travail. Chanter Barbara, chanter Traîner, vous citez beaucoup. Et puis l'autre jour à la pause, j'entends une ouvrière dire à un de ses collègues, tu te rends compte aujourd'hui c'est tellement speed que j'ai même pas le temps de chanter. Je crois que c'est une des phrases les plus belles, les plus vraies et les plus dures qui ait jamais été dite sur la condition ouvrière. Ces moments où c'est tellement indicible que l'on n'a même pas le temps de chanter. On va faire une pause musicale dans une seconde, mais je voulais quand même vous demander ce que vous avez entendu dans ces 30 minutes de Judith Davis. Qu'est-ce qu'elle... Déjà que je valide aussi avec force pour Annie Ernaux. Oui. Comme référence commune. Comme référence commune. Non, c'est rigolo parce que Annie Ernaux, j'ai mis du temps avant de... Je savais que La Place était un chef-d'œuvre, mais j'ai mis du temps avant de l'apprécier. C'est seulement ce qu'ils disent, les armoires vides. Voilà, c'est seulement une fois rentré à l'usine que je me suis décidé à le retrouver dans une vieille caisse défraîchie de carton. Et j'ai lu et ça m'est apparu dans toute sa simplicité comme d'une beauté, mais désarmante et absolument géniale. Et hier, dans le train, j'ai lu Les Années. Pour la première fois de ma vie, et j'ai pleuré comme une madeleine à la fin. C'est somptueux. C'est somptueux. Il faut lire Annie Ernaux, absolument. Et au-delà sur ce que disait Judith, il y a plein de trucs, il y a des milliards de trucs à parler sur la question de la contemporanéité dans laquelle nous sommes au niveau, on est à peu près de la même génération, des idéaux, de ce qu'on peut engager en matière de réflexion politique ou de mise en acte, tentative de dépassement à proprement parler. Je pense que j'ai pas plus de réponses qu'elle, pas plus que tout le monde, sinon
on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais que ce qui sauve, enfin moi, ce qui m'a sauvé en l'occurrence, c'est la lecture et la littérature. Musique. La chanson s'appelle Murmure rebelle, nouvel album du pianiste martiniquais Mario Canonge, un disque aux épices variées avec un savant dosage de zouk, de musique africaine et bien sûr de jazz. Il sera en concert le 16 février prochain à Auvers-sur-Oise. 3 musiciens avec lui, le bassiste Michel Alibo, le batteur Arnaud Dolmen et le percussionniste Adriano Tenorio. Murmure rebelle.
Il y a des nuits comme ça où tout roule. Tout roule comme les nouveaux transpalettes Made in Sweden qu'on a reçus. Je réussis du premier coup mes créneaux alors qu'avec les anciens je galérais. D'autant plus que les collègues précédents ont pris 1h30 d'avance sur ma ligne de production. Je peux donc par moments me balader vite fait dans les couloirs de l'usine, traîner un peu plus aux poubelles extérieures et même m'asseoir 30 secondes dehors pour me reposer. Jeter un coup d'œil à mon portable, filer un coup de main à mes collègues moins chanceux. La nuit passe paisiblement, les heures sont douces. Je pense à ce verre que je croyais être de Ronsard mais qui est de Desportes. Le temps léger s'enfuit sans m'en apercevoir. Ça glisse un peu plus loin. J'éprouve un sentiment très aigu d'être au monde, en adéquation presque spinoziste avec mon environnement. Avec mon environnement, le grand tout qu'est l'usine. Je suis l'usine, elle et moi, elle et elle, et je suis moi. Cette nuit, nous œuvrons. Quel paradoxe! Alors que l'usine use, l'usine abîme les pieds, les jambes, les mains, etc., les corps, la colonne. Et là, paradoxalement, un moment où vous êtes en adéquation avec le grand tout. Il y a des très rares moments, il y a très très rares moments où ça arrive. Ben, il n'y en a qu'un dans le livre. Je crois qu'il y en a un deuxième. Et encore une fois, c'est le bon Spinoza qui vient à la rescousse pour se dire que, voilà, il y en a qui ont fait des études de philosophie qui en parleront bien mieux que moi, mais c'est aussi une bouée de secours de se dire qu'on fait partie de ce grand tout. Marc Aurèle disait « Même les dormeurs sont artisans du monde ». Même les collègues branleurs sont artisans du monde et il faut en prendre sa part. Vous n'êtes pas établi. L'établissement, 1968, des intellectuels décident de rejoindre la condition ouvrière. Robert Linhart. Bon, vous n'êtes pas établi, vous. Vous allez à l'usine parce que vous avez besoin de blé, d'argent, de pognon, voilà. Qu'est-ce qui fait pourtant que votre livre est éminemment politique, que vous le vouliez ou pas? C'est-à-dire que vous dites qu'il est politique, vous le présentez à vos patrons, ils vous virent le lendemain. 15 jours après. Voilà. Donc, il dit quelque chose de la condition de la précarité en France en 2019. Il est dédié fraternellement aux prolétaires de tous les pays, aux illettrés et aux sans-dents avec lesquels j'ai tant ri, appris, souffert et travaillé. Dès qu'on parle de classe ouvrière, on parle de politique, effectivement. Sauf qu'on n'est plus dans les années 68-70, comme vous l'évoquiez, où il y avait encore une prééminence de la conscience de classe qui voulait un changement manifeste. Le politique a déserté, et la politique a déserté les usines, alors que ce sont des lieux où le capitalisme est le plus pur et le plus dur. Et moi qui ai eu la chance de faire un peu d'études et de lire un petit peu, je suis obligé d'en référer à Linhart par moment, d'en référer à Marx par moment. Je ne peux pas faire autrement. Fini pour toi les tonnes de bulots à bien différencier, à passer selon l'ordre prioritaire suivant ma ligne, sur ma ligne de production, les bulots lavés, les bulots vivants, les bulots congelés. Fini pour toi ce 23 décembre, nuit d'apocalypse bulotesque, plus de 5 semaines que nous sommes au turbin, 6 jours sur 7, les rumeurs de l'usine dans la semaine avaient été folles, contradictoires. Travaillerons-nous le samedi 24, trêve de Noël, un coup c'était oui, un coup c'était non. L'esclavage moderne, hein. Là. Et un peu plus loin, à quoi pensent mes collègues, ou un peu avant dans votre livre, à quoi pensent mes collègues opérateurs de production en triant leurs crevettes? Quelles chansons entêtantes encombrent leur crâne ou prennent-ils plaisir à fredonner? J'entends parfois à travers les bouchons d'oreilles et le bruit sourd de l'usine monter du Balavoine, du Christophe Maé se demandant où est le bonheur, du Véronique Sanson, des gens populaires. Et du Bourvil aussi parfois. Il y a quelquefois des collègues qui fredonnent le petit bal perdu. Ah bah alors ils nous regardent. Non, je plaisante, mais... Oui, enfin c'est intéressant parce qu'il y a des ouvriers qui aimaient regarder des mots de minuit quand c'était diffusé sur France 2. Nos immenses lignes de machines, ventres de métal où sont décongelées, triées, cuites, réfrigérées, retriées, empaquetées, étiquetées, retriées les crevettes s'appellent ainsi coaxial, Ishida, Multivac, Arbor, Bizerba, toutes ont une fonction spécifique. Je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans votre livre, on va parler du précédent avant, c'est qu'effectivement vous donnez accès. Vous donnez accès à quelque chose que les journalistes, qui sont tant décriés aujourd'hui dans la confiance qu'on peut avoir en eux notamment, ne prennent plus la peine d'aller chercher parce qu'ils sont tellement dans l'immédiateté d'avoir à faire du tout info en permanence, tout info FAUX, qu'on a
plus le temps d'expérimenter ou de faire parler. Nonobstant, regardez ce reportage qui a été diffusé par France 3 Atlantique, émission littorale Les Filles de la Sardine, en février 2001. Main-d'œuvre majoritairement féminine, conserverie de Douarnenez dans le Finistère. Et on a demandé à ces femmes, hein, à ces ouvrières, de parler de leur premier jour à l'usine. Écoutez. Mon premier jour, oui, je me souviens, ouais. J'étais un peu perdue. Mais bon, je m'y suis faite. Assez facilement d'ailleurs. Moi, j'ai pas eu à me plaindre, parce que j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais sur le parking en arrivant. Et puis après, j'ai été mise à un poste qui est relativement facile, se mettre des citrons dans la boîte. Donc le premier jour, ça a été. Hein. J'avais un peu peur en voyant les autres. Mais bon, ça a été quand même. Je me rappelle, mais c'est loin, quoi. Mon premier jour, ah oui, certainement, j'oublierai jamais. C'était un lundi. Non, un mardi matin, et j'ai commencé, on m'a emmené dans la salle de tripage. J'ai tripé de la sardine. Voilà, j'ai tripé de la sardine toute la journée. Évidemment, les premiers moments, c'était difficile. Il fallait bien prendre le geste. Mais après, quand on a bien pris le geste, ben, ça va tout seul, quoi. Les boules, quoi. Bon. Un début à tout, on s'y fait. J'avais plus de main tellement je les avais coupés. J'étais très maladroite avec les couteaux. C'était l'horreur pour moi. Mais depuis, ça va mieux. Hein. C'est la première fois, donc j'avais jamais vu d'usine. Puis l'ambiance, le regard des autres. Puis voilà, quoi. Un commentaire, Joseph Pontus? Ouais, c'est émouvant. Au-delà de la noblesse de ces travailleuses, là, on est dans un reportage. Je pense à une mythique interview, pour moi, et on pourra faire le lien avec nous la citer ensuite, qui a eu une importance fondamentale dans ma réflexion et dans ma pratique. C'est une interview de Godard en 70, à propos de son film Tout va bien, où on lui demande pourquoi et contre qui il fait un film comme Tout va bien, qui est un film qui est fait avec des ouvriers et des ouvrières à l'occasion d'une grève. Et Godard remet en perspective, avec toute son intelligence absolue et génialissime, et il dit il y a des films en ce moment qui se font sur la classe ouvrière, mais le problème, c'est que la classe ouvrière, elle est pige que dalle. Parce qu'on va voir ces gens-là, et on leur dit bah, dites-nous ce que vous pensez de la grève, dites-nous ce que vous pensez du patronat, et vous avez 3 minutes pour répondre. Or, ces gens-là, qui n'ont jamais répondu de toute leur vie, à qui on ne demande jamais rien, ils ne peuvent pas exprimer en 3 minutes, ni même en faire un reportage, ce qu'ils pensent, et ce qu'est la réalité de leur vie, de leurs conditions. Je pense à des jeunes de banlieue, je pense à des ouvriers et des ouvrières. Et donc, il faut parler de sa propre place. Parce que si je ne parle pas, moi, de ma propre place, si je vais pour faire un reportage en disant bah, « racontez-moi l'usine », je vais garder que les côtés les plus spectaculaires ou les plus vendeurs. Là, j'ai essayé de faire, moi, à mon petit niveau d'ouvrier intérimaire, que j'étais, parce que j'étais réellement ouvrier d'intérimaire venu là pour gagner sa croûte et pas pour écrire un bouquin. Le bouquin, c'est venu en conséquence. Et c'est seulement de là que je peux approcher d'une certaine partie de la vérité de la classe ouvrière et que les collègues ouvriers à la lecture du bouquin m'ont dit oui, c'est raison, t'as tout ça. Si je leur avais demandé c'était quoi ton premier jour, avec une grosse caméra, et je me reconnais dans certains portraits d'ouvrières, c'est pour ça que je ne vais pas remettre en cause ce très beau reportage, mais j'aurais pas eu du tout la même perspective littéraire et la même réflexion sur la condition ouvrière. Je pousse des carcasses sans fin, je ne fais que gagner ma vie, non. Gagner des sous, non. Vendre ma force de travail, voilà, c'est ça. À quand la pause? Je chante pour passer le temps. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Est-ce ainsi que je vis? Et même de n'y comprendre rien, de n'en plus pouvoir, je travaille et j'encule tous les cons du travail social, mon soi-disant vrai métier qui m'ont recalé à la suite d'entretiens d'embauche. Je suis un travailleur, moi. Je ne passe pas mon temps à boire du café en fumant des clopes, en pérorant sur des situations inextricables. Mais pas de mépris, non. Ne pas enrager, pause, boire du café, fumer des clopes, l'immense passerelle. Mon épouse au téléphone vient généralement de se réveiller, sa tendre voix avant qu'elle ne boive son café. Puis encore, la botte gauche au vestiaire d'abord. Et j'y retourne. Voilà, à la ligne, feuillet d'usine, à la table ronde. On vous le conseille, évidemment. Je voudrais qu'on regarde Soir 3, juillet 2013, qu'on écoute Mohamed Meshmash,
éducateur de rue à Clichy-sous-Bois. C'était votre métier précédent. Clichy-sous-Bois est un immense chantier de rénovation. Dans cette ville, parmi les plus pauvres de France, les immeubles délabrés côtoient les logements tout juste construits. Mohamed Meshmash est ici chez lui. Alors, vous êtes dans mon quartier, donc là où j'ai passé une bonne partie de mon enfance, mon adolescence. Il vivait ici avec ses 5 frères et sœurs, entre une mère au foyer et un père maçon venu d'Algérie. L'immeuble vient d'être rénové. Visuellement, ça a changé. Je vous dis, ce qui ne change pas, c'est humainement parlant, quoi. Voilà. Il y a toujours autant de chômage, il n'y a toujours pas de pôle emploi, alors que sur les 2 communes, 40% des moins de 25 ans sont au chômage. Rien n'a changé depuis les émeutes de 2005. À l'automne, c'est l'embrasement, après la mort par électrocution de 2 adolescents poursuivis par la police. Dans ce quartier rongé par le chômage, Mohamed Meshmash arpente les rues pour calmer les jeunes. Il devient alors l'un des porte-parole des banlieues, à travers l'association Assez le Feu. Aujourd'hui, il reste l'un de ceux à qui les habitants font le plus confiance. Ça va bien? Oh, ça va. Ça se passe? Ouais. Pour le travail, pour les transports, pour tout. Il manque quelque chose. C'est vital. Ouais. C'est vital. Nous, on dit, la France, elle a oublié les quartiers qu'on habite, quoi. Voilà. Elle a oublié nous, quoi. On est les oubliés. Métier que vous avez fait pendant 7 ans, c'était Nanterre. C'était à Nanterre. Donc vous avez... c'est pas vous, c'est vous collectif. Oui. Dont vous, collectif, avez sorti un livre avec Rachid Ben Bella, Sylvain Hérambert, Riyad Lakechen, Alexandre Philibert et Joseph Pontus. Nous, la cité, on est parti de rien, on en a fait un livre. Vous avez été donc éducateur de rue. Éducateur de rue, c'est à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, 45, directive de 72. Ce sont des gens qui, dans des zones difficiles, on l'a vu là, parlent aux voyous, font de la prévention, parlent aux voyous, parlent aux maires des voyous, parlent aux policiers, aux flics, aux keufs, quand c'est possible. Et puis, Jeanne Sautière, qui postface ce livre publié chez Zone, qui dit ceci: éducateur, le mot qui faisait bondir de rage Jean Genet. Les éducateurs ont la naïveté d'une salutiste et sa bonté d'âme, un métier de transfuge, de traître pour garder son langage. Épuiser les champs du possible, dit Joseph, vous, t'aurais jamais eu les couilles de devenir un voyou et surtout t'aurais jamais pu être flic. Du coup, comme ça, t'es entre les deux, dit Rachid à Joseph, qui en reste quoi? Voilà, voilà comment vous avez été éducateur de rue pendant 7 ans. Vous dites dans votre préface, vous, on est puceau de l'horreur comme on l'est de la cité. Toi et tes potes m'avaient défloré. Vous parlez de Rachid, vous parlez d'Alex, de Riyad et de Sylvain. Et vous avez réussi, et ce livre, de ce point de vue-là, est remarquable. Vous avez réussi à faire que des jeunes qui ont connu la prison, qui ont connu le juge d'application des peines, qui sont retournés en prison, qui retournent 25 fois au tribunal pour avoir une permission de sortie pour pouvoir assister à l'enterrement d'un type qui s'est tué à 20 ans sur son scooter, qui a été renversé par une voiture de la BAC, semble-t-il, brigade anticriminalité, etc., etc. Vous avez vécu tout ça et vous les avez sortis de là. Alors peut-être pas tous, certains sont... Voilà, aujourd'hui c'est... Mais entre 2011, sur 16 mois, 2011 et 2012, par l'écriture. Et on revient à cette idée de l'écriture. Ouais. Comment est-ce que vous pourriez définir cette... Qu'est-ce que cela leur a donné l'écriture? Alors que écrire le projet, tous les gens avec lesquels... Vous allez monter cet atelier, vous disent mais attends, on a arrêté l'école à 11 ans, c'est pas écrit, on va jamais s'en sortir. Ouais. Je vais faire un parallèle entre les deux parce que c'est assez intéressant. On est puceau de l'horreur comme on l'est de la cité, c'est évidemment une référence à Céline au début du voyage. On est puceau de l'horreur comme on est de la volupté, comme on aurait pu m'en douter, moi, etc., etc. Et j'étais puceau de l'horreur comme j'étais de l'usine aussi. Et effectivement, nous, la cité a servi à 4 jeunes qui avaient 18 ans à l'époque, qui étaient, comme vous le dites, en plein milieu des
des petites conneries des vingtenaires de cité à s'élever, à apprendre à écrire, à apprendre à rencontrer des gens, à apprendre à rendre un article dans les temps impartis par un impératif de production, à rendre un livre dans les temps, à s'habiller devant chez le juge, à montrer un contrat de travail d'édition au juge qui pouvait ne pas le croire, qu'un jeune de cité puisse écrire pour des trucs aussi prestigieux que le Canard enchaîné ou les. Oui, c'est vrai que ça commence par un article pour le Canard, pour le Canard. Ou les éditions La Découverte. Et donc, peu à peu, par la bande, ils ont commencé à mieux parler, à mieux s'habiller, à mieux écrire et à arrêter un peu leurs bêtises. Ils se sont servis de leurs feuilles respectives pour payer leur partie civile, pour ceux qui avaient été condamnés à des indemnités. Le procédé d'écriture leur a servi de manière de s'en sortir. Et pour faire le parallèle avec À la ligne, moi, à l'époque, j'avais pas trop de soucis, tout allait bien, j'avais un poste stable, intéressant. Et À la ligne, moi, ça a été ma façon de m'en sortir à moi, par la littérature. Il n'y a pas autant que ça de volonté de démarche littéraire dans Nous la Cité, parce que c'était beaucoup plus pour les jeunes de quartier en tant que tels. Mais pour le coup, je pense que s'ils n'avaient pas eu cette porte-là, ils s'en seraient sortis un peu plus tard avec un peu plus de difficultés. Mais moi, si j'avais pas eu À la ligne, je ne me serais pas sorti de l'usine. Je n'en serais jamais sorti. Pour terminer, on va prendre, je vais citer quatre, les quatre écrivains, vos quatre co-écrivains dans ce livre dont vous faites, vous, au travers d'un journal, la liaison. Alors Sylvain, par exemple, qui écrit un moment sur l'école. Il est tout petit, il écrit la chose suivante. Le premier pote que je me fais là-bas, c'est Alain. Il est dans ma classe et toutes les filles sont en sang sur lui. Il ne fait pas son âge, il est très grand, à côté de mon mètre 61. Moi, je suis tout petit. Je suis même le plus petit de ma classe en âge et en taille. Même les filles me dépassent. Tout le monde m'appelle Kirikou. Voilà comment... Alors après, vous avez Rachid qui parle, lui, de la prison. En fait, pour définir la prison, je dirais que c'est comme si on était à la cité. Mais c'est un concentré de cité. Tout est plus intense. Les drogués sont plus drogués, les fous sont plus fous. Pour les embrouilles, ça peut partir d'une clope et ça peut aller jusqu'à des sommes de ouf. En ce moment, c'est l'hiver, donc c'est calme. Les mecs veulent rester au chaud. Là où il y a le plus d'embrouilles, c'est pendant le ramadan. Tout le monde veut fumer. On est vraiment sous tension. Et là, les mecs partent vraiment pour un rien. Et puis Sylvain, qui parle, lui, de sexualité. La sexualité en prison, il faut bien le dire, c'est branlette sur branlette. Et merci à Canal. Après, on est plusieurs dans la cellule, c'est dur à gérer par rapport à la superficie. On a la télé à gauche en entrant, les lits à droite et les toilettes au fond. Quand c'est le film, eh bien, on s'arrange pour que chacun son tour, on aille aux toilettes. Et puis là, je trouve ceci par rapport au dernier. Alors, je ne sais plus, c'était Sylvain. C'était Riyad. Ça, c'était Riyad. Oui, c'était Riyad sur la sexualité. Voilà, parce que c'était Riyad sur la sexualité. Et enfin, Sylvain, qui écrit ceci alors que son ami Ben vient d'être renversé par des policiers alors qu'il ouvrait un mariage. C'était pas du tout, apparemment, dans ce que vous dites, ça n'avait rien à voir avec une, comment dirais-je, une provocation pour la police. Il écrit ceci: arrivé au poste, je suis avec 3 potes sans qu'on sache comment va Ben. 1 heure après, le commissaire nous dit qu'il est mort et que nous sommes placés en garde à vue pour dégradation de véhicules de police, ainsi que pour outrage et rébellion. J'ai passé la nuit la plus moche de ma vie, je n'y croyais pas, mais je me demandais comment j'allais faire sans lui. Comment sa mère, son père et ses sœurs allaient faire. Sorti de garde à vue le lendemain, j'arrive à la cité, je vois tout le monde, et là je me mets dans la tête que c'est vrai, autrement dit que Ben est mort. Hein. On pourrait faire du théâtre avec ça, en tout cas de proposer tous ces textes à un public. Et il y a 2 choses qui sont... tout à l'heure, on se disait, mais comment on peut faire avancer les choses? Il y a 2 choses qui sont formidables dans le récit que vous en faites. C'est le fait qu'une fois, un procureur, un jeune procureur, et qu'une fois, une jeune juge vous demande de les accompagner là où... et c'est pas évident, parce que le procureur veut voir comment il va avoir à requérir plus tard. La juge d'application des peines veut voir à qui elle a affaire, dans quel milieu
vivent les gens auxquels elle a affaire. Et on se dit, bon, bah, là, il y a quelque chose qui ressemble à de la possibilité. Et puis, patatras, il y a comment ça s'appelle cette chose, j'ai oublié, moi, le QQM, là, la révision générale des politiques publiques, la RGPP, RGPP, qui fait qu'aujourd'hui, alors que le financement des éducateurs de rue appartient au département, bah, il y en a de moins en moins. Voilà. On regroupe, on concentre, et tout ce travail de sauvetage par l'écriture, mais ça peut être par la poterie, peu importe, mais est en train de disparaître. Qu'avez-vous entendu de votre voisin et de ses co-auteurs? Beaucoup de choses. C'est dur de... Non, je repense à cette histoire de joie, d'effort fait pour persévérer dans son être. L'accablement est si grand, la déprime, la violence et vient de tellement d'endroits. L'échelle mondiale nous fait du mal à plein d'égards. Et j'ai la sensation que pour persévérer dans notre être, il faut maintenir un tout petit peu de vitalité. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles mon film... politiquement, je le dis, est une comédie, c'est que cette vitalité, cette joie qu'il faut maintenir comme une petite flamme, voilà, c'est le début de quelque chose et c'est le début de tout, je pense. On ne savait pas que que ça fonctionnait, alors que c'est des propositions différentes et des vécus différents. On ne savait pas que vous seriez à ce point comment dirais-je, en raccord. C'est Spinoza qui fait ça. Ouais, Spinoza. C'est la magie spinoziste. Est-ce que vous aviez un objet avec vous? Ouais, mon alliance. D'accord. Bon, mon alliance, parce que c'est grâce à mon épouse si j'ai été à l'usine. Et puis mes mains ont tellement grandi, forci, que je ne peux plus la mettre à l'annulaire. Donc je la mets à l'auriculaire. Et puis je l'embrassais religieusement à chaque fois avant de rentrer dans le... Et puis je termine avec Riyad. Parce que c'est une émission dans laquelle on aime quand même beaucoup la littérature. Et Riyad qui est l'un des co-auteurs et qui est complètement dans le projet, il a fallu le convaincre, etc., et qui dit la chose suivante, et on conclura là-dessus. En fait, c'est trop bien le bouquin que tu nous as offert. Je me suis fait contrôler par des flics dans le RER parce que j'avais pas de billets. Comme il y avait du monde avant moi qui se faisait contrôler, j'enlève mes écouteurs et je me mets à lire, l'air tranquille, quoi. Les flics, ils ont vu que je lisais, ils ont dû se dire je sais pas quoi, et ils m'ont laissé partir comme ça. Et puis, j'ai remarqué un autre truc, c'est que c'est top avec les meufs, tu laisses un peu dépasser le titre de ta poche, elles voient que tu es un mec cultivé, forcément tu fais un petit peu sourire après, et c'est parti, quoi. Donc il y a à la fois le livre et le sourire. Bon. Merci à vous. Tout ce qu'il me reste de la Révolution, voilà. 6 février. Ça vient de sortir. On y est. Nous, La Cité, on est parti de rien et on a fait un livre chez Zone. Voilà. Et le livre actuel, La Table Ronde, à la ligne, Feuillet d'usine, Joseph Pontus. Et puis on vous a conseillé au début de cette émission, El Aswani, J'ai couru vers le Nil. Fin de cette émission. Merci beaucoup, merci à l'un et merci à l'autre. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis notamment, et il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. On l'explique aussi dans Nous, La Cité, par exemple. Voilà, merci, à la prochaine fois. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.